Bonsoir, il s'agit du super prédateur de la préhistoire le plus populaire. Rendu célèbre par Steven Spielberg dans Jurassic Park, le dinosaure Tyrannosaure Rex est en effet considéré comme le roi des lézards, auquel il doit d'ailleurs son nom. Un titre qui n'est pas usurpé puisque cet animal fascinant pouvait dépasser les 13 mètres de long. Au-delà du mythe hollywoodien, le T-Rex suscite toujours autant l'intérêt des scientifiques qui cherchent à mieux comprendre ce grand carnivore. Ce soir, dans Science Grand Format, nous allons rencontrer une équipe de paléontologues, de biologistes et de naturalistes qui mènent des travaux d'investigation afin de dresser un nouveau portrait du Tyrannosaure Rex. Portrait qui va à l'encontre des idées reçues. Bipède carnassier aux mensurations démesurées, le T-Rex avait une drôle d'allure avec son crâne massif, ses pattes puissantes et ses deux petits bras atrophiés. Vous saurez à quoi ressemblait vraiment cet animal préhistorique, quelles étaient ses habitudes alimentaires et comment il se déplaçait. C'est grâce à des fouilles récentes réalisées aux États-Unis que les chercheurs ont pu marcher dans les pas géants du T-Rex. Vous verrez par exemple quelle était la puissance réelle de sa mâchoire avec des tests de simulation réalisés en laboratoire et inspirés d'animaux comme les alligators. Plus étonnant encore, vous allez entendre à quoi ressemblait son cri à partir de toutes les informations dont disposent les scientifiques. La vérité sur le T-Rex, c'est à suivre tout de suite sur France 5 et à retrouver sur le site France TV. Bonne soirée et vive la science en grand format. Son nom signifie « roi des lézards tyrans ». C'est la créature la plus terrifiante de tous les temps. Il semble vraiment sortir tout droit d'un cauchemar. Ce monstre, horrible et terrifiant, a réellement existé. Véritable star des dinosaures, il fait partie de notre culture populaire. Mais pendant des années, nous nous sommes trompés sur son compte. L'animal était beaucoup plus complexe et évolué que nous ne l'avions imaginé. Une équipe de scientifiques est en train de bouleverser l'image de ce redoutable prédateur. Elle veut recréer le tyrannosaure le plus authentique possible. Nous avons à présent les moyens de voir le T-Rex tel qu'il était, de percer ses secrets. Les scientifiques testent la puissance de ses mâchoires. Admire cette force de broyage. Il mesure sa vitesse. Il se glisse dans sa tête et se demande à quoi il ressemblait. C'était un animal fantastique sur bien des plans. Il rivalise d'ingéniosité pour ramener à la vie le roi des dinosaures. À proximité de la frontière entre les États-Unis et le Canada, la région des Badlands s'étend sur des centaines de kilomètres. Ce paysage aride cache de nombreuses pépites. C'est le berceau du tyrannosaure. Phil Curry est paléontologue. Il explore ces collines sans relâche. Les Badlands ont été le terrain de jeu des dinosaures pendant les 10 derniers millions d'années. Ces terres recèlent d'incroyables trésors. Elles témoignent de ce qui s'est passé dans une période clé de l'histoire, celle qui a précédé l'extinction de la plupart des dinosaures. Il s'agit du Crétacé, l'âge d'or des grands dinosaures, les plus complexes et les plus évolués. Leur règne prit brutalement fin il y a environ 65 millions d'années, quand une gigantesque météorite percuta la Terre et modifia l'histoire de notre planète à tout jamais. Greg Wilson est un paléontologue américain qui conduit des fouilles dans les Badlands. Il creuse les roches du Crétacé pour déterrer les fossiles des dinosaures qui vivaient ici autrefois. Il y avait ici des plaines humides à la végétation luxuriante qui accueillaient une grande diversité d'animaux. Des insectes, des lézards, des grenouilles, mais aussi des tricératops, des ankylosaures et des dinosaures à bec de canard. Ils étaient aussi répandus que nos vaches et leurs fossiles se sont bien conservés. La plupart du temps, les chercheurs exhument les restes de ces nombreux herbivores.
Mais parfois, ils font une découverte palpitante. Ils trouvent des os fossilisés du plus grand prédateur du Crétacé, le tyrannosaure. Bizarrement, peu de fossiles complets ont été retrouvés dans le monde. Aux alentours de 25 spécimens, si je compte uniquement ceux dont le squelette est suffisamment fourni. Les paléontologues des Badlands ont récemment découvert l'un des mieux conservés. Au musée d'histoire naturelle de Berlin, il a droit à une salle rien que pour lui. Son petit nom est Tristan. Il mesure 4 mètres de haut et 12 mètres de long. Ce qui impressionne surtout, c'est son énorme mâchoire, garnie de dents de belle taille. Le tyrannosaure est un animal tout à fait remarquable. Il est devenu mythique, de par son gigantisme et sa magnificence. Mais il souffre d'une mauvaise réputation. Dans l'inconscient collectif, c'est une machine à tuer bête et méchante. Pendant des décennies, il a été perçu comme un lézard sanguinaire, un monstre au cerveau de la taille d'une noix. Aujourd'hui, les scientifiques utilisent des techniques de pointe pour dissiper ces préjugés tenaces. En l'étudiant de près, nous nous sommes rendus compte que l'animal était beaucoup plus complexe et évolué que nous ne l'avions imaginé. Poussés par la même curiosité scientifique, nous allons rhabiller de chair les os de Tristan et tenter de recréer un tyrannosaure fidèle à l'original. Son squelette nous met sur la voie. De minuscules traces de tendons permettent de dessiner son imposante musculature en détail. Cette reconstitution musculaire va nous aider à répondre à une première question. À quelle espèce animale appartenait-il ? Partons pour les marécages de l'Alabama, qui abritent d'autres créatures préhistoriques. Les ancêtres de ces gigantesques reptiles ont côtoyé les grands dinosaures. Et indéniablement, ils ont un petit air de famille. Simple hasard ou origine commune ? Chris Packham et Greg Erickson vont tenter de répondre à cette question. Le naturaliste et le paléontologue étudient la puissance maxillaire des alligators pour extrapoler celle du dinosaure. Pour appréhender les dinosaures, il faut comprendre le fonctionnement biologique des animaux vivants. J'utilise les données que je collecte sur ces animaux pour remonter le temps et mieux connaître les tyrannosaures. Les muscles des mâchoires des mammifères se situent à l'extérieur du crâne, tandis que chez le crocodile, comme chez le T-Rex, ils sont logés à l'intérieur. De par leur taille, leur puissance et la façon dont ils articulent la mâchoire, ils peuvent générer une pression énorme. Il roule. Capturer les alligators sans leur faire de mal est un art. Petite nature s'abstenir. Greg a apporté son outil fétiche. C'est mon tueur de dragons. Ils mesurent leur force de morsure. Je vais tester la sienne, tu es prêt? Donne-moi le lecteur. Ça y est. Alors? 933 kilos. Pas loin d'une tonne. Soit le poids moyen d'un taureau. En se basant sur ces données, le chercheur calcule la pression que la mâchoire du tyrannosaure pouvait exercer en se refermant brusquement. Il devait avoir une force de morsure d'environ 3600 kilos. Près de 4 tonnes. Oui. Quelle puissance dévastatrice. Oui, c'est hallucinant. À titre de comparaison, une pression de 4 tonnes, ça équivaut à se faire écraser par un éléphant.
Voici le crâne d'une vache, le pendant moderne des grands herbivores dont le tyrannosaure se délectait. Les deux hommes utilisent un générateur d'impact pour recréer la force de morsure du prédateur. « 250, 300, 700 kilos. » T'as vu ça? C'est incroyable. Admire cette force de broyage. Quel carnage! Voici tout ce qu'il reste des os broyés par la mâchoire d'un tyrannosaure. Un peu de poussière. C'est stupéfiant. Impossible de survivre à une morsure pareille. C'était une vraie machine à tuer. Pourtant, sa denture a de quoi laisser perplexe. Point de croc tranchant dans la gueule du monstre. Mais des dents tout à fait uniques en leur genre. Il ne faut pas se fier aux apparences. Ils avaient les plus grandes dents, mais elles ne coupaient pas. Mes collègues les surnomment les bananes fatales, à cause de leur forme. Elles sont arrondies au bout. Leur arme secrète, c'est la carène, une suite de petits denticules sur les bords antérieurs et postérieurs. Les os explosaient littéralement à leur contact. Tentons d'évaluer les dégâts que peut faire cette drôle de banane. Une dent en bronze coulé remplacera l'original. Le T-Rex a encore frappé. Pulvérisé. La dent a pénétré ici, Greg. Elle a percé un trou. Oui, elle est entrée comme dans du beurre, puis la carène a fissuré l'os, qui s'est fendu complètement. Sous l'effet de ses dentelures. C'est ça. Il pouvait briser des os beaucoup plus gros. Ceux d'un dinosaure à bec de canard, peut-être même d'un tricératops. Étonnant, non? Oui, incroyable. L'étude de la mâchoire du tyrannosaure nous a donné un premier indice sur ses origines. Ses muscles maxillaires l'apparentent à l'alligator. Mais l'agencement des muscles de son cou le rapproche d'une toute autre famille d'animaux, les oiseaux. Leur puissance indique qu'il arrachait sa nourriture avec les dents en tirant dessus comme les rapaces. Nos oiseaux de proie seraient donc les cousins modernes du tyrannosaure. Les crocodiles ne sont pas les seuls animaux à avoir survécu à la chute de la météorite il y a 65 millions d'années. Tous les grands dinosaures ont disparu, mais les oiseaux sont leurs descendants. Ces dinosaures ailés ont survécu et ils continuent de voler parmi nous. Qu'est-ce que les oiseaux peuvent nous apprendre sur le tyrannosaure? À l'hôpital Oblinus dans l'Ohio, le professeur Larry Whitmer s'occupe d'un patient pas comme les autres. Depuis plusieurs années, il essaie de se glisser dans la tête du tyrannosaure. Il utilise du matériel médical de pointe pour pratiquer une dissection virtuelle. Auparavant, l'examen externe du fossile n'offrait qu'une quantité d'informations limitée. L'invention de la scanographie nous a permis d'élargir notre champ d'étude. La tomographie axiale calculée par ordinateur permet de détecter des différences infimes dans la densité d'un matériau et d'obtenir une véritable maquette 3D de l'intérieur du crâne. Grâce à la scanographie, je visualise où se situait la boîte crânienne. J'ai un moulage précis de la structure du cerveau. La machine enregistre chaque détail des parois internes avec une précision telle que le professeur Whitmer est capable de reconstituer la forme exacte de la cervelle originale.
Le cliché se confirme. Ce dinosaure ne brillait pas par la grosseur de son cerveau. Il est vraiment minuscule comparé à la taille de son crâne. Mais ce n'est pas particulièrement un handicap pour une cervelle d'oiseau. Traiter quelqu'un de tête de moineau devrait être un compliment. Nous avons récemment ravalé nos préjugés sur la taille du cerveau. Observons ce cerveau de dinosaure et comparons-le à cet autre cerveau, beaucoup plus petit, qui est celui d'un corbeau. Nous avons découvert que les neurones des oiseaux étaient agencés différemment de ceux des mammifères. Leurs cellules nerveuses sont plus petites et reliées par des connexions plus courtes. Et de ce fait, cette minuscule cervelle d'oiseau est un outil cognitif très impressionnant. Que pouvons-nous apprendre d'autre de cette reproduction en 3D? Certains assimilent le T-Rex à une machine à tout dévorer. Moi, je vois un gigantesque organe sensoriel. Je visualise un prédateur à l'affût. Le professeur Whitmer a identifié les zones de l'odorat, de la vue et de l'ouïe et découvert qu'elles étaient surdimensionnées. Ces bulbes olfactifs étaient plus développés que ceux des autres dinosaures prédateurs. Il avait un sens de l'odorat remarquable. En ce qui concerne sa perception visuelle, j'ai étudié les nerfs optiques qui relient la rétine au cerveau. Ces nerfs optiques étaient très gros, ce qui signifie qu'il avait une excellente vue. Le sens de la vision devait compter énormément pour cet animal. Le tyrannosaure était-il plus chasseur que charognard? Une fois encore, la reproduction apporte un début de réponse. Pour avoir une idée de l'agilité d'un animal disparu, je m'intéresse à son oreille interne et ses fragiles canaux semi-circulaires. Cette oreille interne fonctionnait comme un gyroscope. Elle permettait au T-Rex de continuer à fixer sa proie quand il se déplaçait. Ainsi, les tyrannosaures étaient dotés des mêmes aptitudes visuelles que les guépards et les rapaces qui pourchassent leur proie pour la dévorer. De toute évidence, les tyrannosaures aussi étaient bien équipés pour la chasse. Poursuivons notre enquête avec une question qui taraude les chercheurs. Le tyrannosaure rugissait-il comme dans les films? Dans la nature, rien de tel que le cri d'un grand prédateur pour vous glacer le sang. Le hurlement du loup, le rugissement des félins. La physiologie du tyrannosaure laisse présager qu'il émettait des sons radicalement différents. Au cinéma, dans tous les grands films classiques, les T-Rex rugissent. Pendant longtemps, ça n'a dérangé personne, car la plupart des grands carnivores actuels sont des mammifères qui produisent ce genre de cris. Mais si on y réfléchit bien, le T-Rex est plus proche des oiseaux et des crocodiles. Or, ces animaux émettent des bruits très différents. Julia Clark fait équipe avec Chris Packham pour conduire une expérience étonnante. Ils vont tenter une première mondiale, recréer le cri du tyrannosaure. Un bon moyen d'appréhender la physiologie, l'anatomie et par conséquent le comportement et l'habitat des espèces disparues, c'est de procéder par comparaison avec les espèces existantes. Julia, un peu paradoxalement, je me réjouis du fait que le T-Rex ne pouvait pas rugir. La question me tenaille. À quoi pouvait bien ressembler son cri? Il faut chercher la réponse du côté des cousins modernes du tyrannosaure, les reptiles et les oiseaux. La plupart communiquent grâce à une technique de vocalisation dite bouche fermée. En tant que spécialiste aviaire, Chris Packham propose de commencer l'expérience en écoutant le cri du butor étoilé. Il produit des sons très graves qu'on appelle mugissements.
Voyons à quelle fréquence il émet. Ce sont de tout petits oiseaux, mais ils produisent des sons à basse fréquence. Fabien, s'il te plaît, monte le son. Ça ne doit pas être rassurant d'entendre ça dans la campagne. La brume, les roseaux, l'aube ou la nuit. C'est assez inquiétant. C'est un son très grave et en même temps, Pas tant que ça, finalement. pas tant que ça. Comparé au son que devait produire le tyrannosaure, un animal beaucoup plus imposant. Le sien devait être beaucoup plus grave. Exactement. Les autruches, les plus grands oiseaux actuels, émettent des appels de tonalité sourde qui peuvent être entendus à grande distance. Mais elles non plus n'arrivent pas à la cheville du dinosaure. Pour tenter de recréer le cri du plus grand oiseau de tous les temps, Chris Packham et Julia Clark décident de descendre celui du butor étoilé de 2 octaves. C'est bon, vas-y. C'est un son subtil et profond. On l'entend à peine. Profond, mais pas forcément inaudible. Non. Toutefois, l'examen du cerveau reconstitué du tyrannosaure pousse le professeur Whitmer à penser qu'il faudrait encore assourdir le son obtenu. Car son oreille interne est un indicateur fiable des bruits que la bête pouvait elle-même percevoir, comme par exemple l'appel de ses congénères. J'ai examiné son organe auditif et son canal cochléaire. Le T-Rex était particulièrement sensible aux sons de très basse fréquence, si basses que l'homme n'aurait pas pu les percevoir. On appelle ça des infrasons. Certains animaux communiquent par infrasons à grande distance. Les éléphants entendent leurs congénères gronder à des kilomètres à la ronde. Le chant de la baleine bleue traverse les océans. La famille des crocodiles a également la capacité d'émettre ces infrasons. Notre équipe de chercheurs décide de poursuivre l'expérience avec un alligator. Fabien, prends le cri de l'alligator de Chine et descends-le de quelques octaves. 3 octaves plus bas, ça donne ça. Plus fort, s'il te plaît. Pousse le volume. Oui. Danger. Ça fait 65 millions d'années que ce cri n'avait pas résonné sur Terre. C'est assez incroyable. C'est un pari, mais nous extrapolons à partir de données réelles. C'est un bruit qui donne vraiment la chair de poule. Dans notre culture, les rugissements sont considérés comme particulièrement effrayants. Mais c'est le son le plus terrifiant que j'ai jamais entendu, pas toi? Je dirais plutôt que c'est le son le plus terrifiant que j'ai jamais ressenti. Nuance. Ouais. L'analyse du cerveau de Tristan a montré qu'il était doué pour la chasse et qu'il émettait des grondements comme les reptiles et certains oiseaux. Mais comment attrapait-il ses proies? Se déplaçait-il d'un pas lourd comme le crocodile ou d'un pas agile comme le félin? Tyrannosaurus, king of the tyrant lizards. 20 feet high, fiercest creature that ever lived. Pendant des décennies, le tyrannosaure était représenté dressé sur ses pattes arrière, traînant sa lourde queue derrière lui. With 6-inch daggers for teeth, he was the terror of his neighborhood. Mais le roi des dinosaures avait-il réellement une posture aussi majestueuse? Dans le parc d'État de Dinosaur Valley au Texas, Glenn Cuban examine des empreintes de dinosaures qui ressemblent beaucoup à celles du tyrannosaure. Le chercheur consacre sa vie à suivre leurs traces.
Il y a 112 millions d'années, ce n'était pas le lit d'une rivière, mais un gigantesque banc de vase. Et quand la marée se retirait, il y avait de la boue sur des kilomètres. Quand elles sont humides, juste après la pluie, on jurerait que ce sont des traces fraîches. Faute de pouvoir voir les dinosaures en vrai, je me contente de leurs empreintes. Ces traces de pas nous renseignent sur leur façon de se déplacer. Les empreintes sont incroyablement bien conservées. Mais le plus frappant, c'est l'absence totale de traces de queue. Vous voyez ces 3 longues griffes tranchantes? Elles sont caractéristiques des théropodes. Mais aucune trace de queue nulle part, ni ici, ni dans le reste du parc. Je peux donc affirmer que leur queue ne traînait pas par terre. Ces empreintes prouvent que les dinosaures de type tyrannosaure maintenaient leur queue en l'air. Par conséquent, ils ne pouvaient pas se tenir dressés sur leurs pattes arrière. Ils avançaient penchés vers l'avant, leur longue queue contrebalançant le poids de leur énorme tête. Ces empreintes vieilles de 65 millions d'années recèlent des trésors d'informations. En combinant technologie moderne et méthodes traditionnelles, le chercheur les étudie sous tous les angles. Les traces les plus profondes révèlent qu'ils enfonçaient d'abord leurs orteils dans le sol, puis repliaient leurs pattes vers l'arrière pour avancer. Ils ne poussaient pas sur leurs orteils car l'avant des traces les plus profondes n'est pas déformé. La plupart du temps, ils marchaient tranquillement sur la pointe des pieds. Leurs empreintes ressemblent à s'y méprendre à celles des gros oiseaux. Le tyrannosaure avait-il alors la démarche souple d'un volatile ? Une équipe de chercheurs de l'Université du Chili a réalisé une expérience intéressante. Ils ont accroché une fausse queue de tyrannosaure à une poule pour montrer que cela modifiait radicalement la posture et l'allure du gallinacé. Ainsi équipé, l'oiseau utilise les articulations des hanches plutôt que celles des genoux. Voici donc probablement comment le tyrannosaure se déplaçait. Mais savait-il courir ? Les empreintes à 3 doigts des dinosaures rappellent celles de certains de nos gros oiseaux actuels. Les émeus et les autruches offrent sans doute de meilleurs points de comparaison avec le tyrannosaure que la poule. Ces créatures à longues pattes font partie des animaux terrestres les plus rapides. Elles atteignent facilement les 50 km/h avec des pointes de vitesse à 70 km/h. Le tyrannosaure était-il capable d'en faire autant ? John Hutchinson est expert en biomécanique. Dans son laboratoire en Angleterre, il essaie d'élucider ce mystère. L'étude des empreintes fossilisées a ses limites. Alors nous faisons également des expériences sur les animaux vivants. Nous pouvons observer cette autruche, voir comment elle se déplace et transposer toutes ces données sur le T-Rex grâce à la modélisation informatique. Nous savons déjà qu'il se servait de sa queue comme d'un balancier. La différence majeure entre un émeu et un T-Rex, c'est ce puissant muscle qui relie la queue du dinosaure à sa cuisse. Il joue un rôle significatif dans la locomotion du lézard ou du crocodile. Ce muscle de la queue générait la force nécessaire pour mouvoir les pattes du dinosaure à pleine vitesse. Aux dépens toutefois de son équilibre. Le professeur Hutchinson décide de mettre Tristan à l'épreuve. Il le fait d'abord avancer à 15 km/h, soit la vitesse d'un très bon coureur. Pas de problème. Tristan trottine à une allure régulière en balançant sa queue.
Mais si nous le poussons à 50 km/h, la vitesse d'un émeu. En théorie, sa force musculaire lui permet de suivre, mais son poids l'handicape considérablement. Ses articulations menacent de lâcher et la moindre chute pourrait lui être fatale. Plus il était lourd, plus c'était dangereux pour lui. En tombant, un T-Rex de 7 tonnes devait se blesser gravement. À mon avis, il ne prenait pas ce risque. Pas de pointe de vitesse pour ce colosse aux pieds d'argile. Il devait courir à peine plus vite qu'un humain. Ce qui est somme toute logique. Tristan n'avait pas besoin d'aller plus vite. Inutile de forcer pour attraper les gros herbivores pâteaux du Crétacé. Tristan prend peu à peu forme sous nos yeux. Nous l'avons remplumé, nous lui avons rendu sa voix et sa vitesse de croisière. À présent, intéressons-nous à son aspect physique. L'apparence d'un animal est déterminée par sa morphologie, son cadre de vie et son comportement social. À quoi pouvait ressembler Tristan? La première étape est facile. Proche à la fois des reptiles et des oiseaux, il avait la peau couverte d'écailles. Se pose maintenant le problème de la couleur. De nombreux reptiles se parent de couleurs éclatantes. Les serpents corail sont rouges, jaunes et noirs. Et il existe d'autres espèces qui sont bleues et jaunes. Le tyrannosaure était peut-être lui aussi haut en couleur. Cependant, la plupart des prédateurs optent pour une tenue de camouflage. Pour chasser dans la jungle épaisse, rien de tel que des rayures. Il ressemblait peut-être à un tigre. Ou bien avait-il des taches, comme le léopard? Certains pensent qu'un grand prédateur comme lui devait chasser la nuit tapi dans l'ombre, ce qui suppose une toute autre palette de couleurs. La couleur d'un prédateur nocturne est secondaire, parce que la nuit, sa proie l'aperçoit en noir et blanc, et vice-versa. Tout est une histoire de texture. Je pense au blaireau ou au raton laveur. Malheureusement, ce ne sont que des spéculations. N'existe-t-il aucun moyen scientifique de définir son apparence? Dans un laboratoire à Austin, au Texas, Julia Clark analyse de minuscules échantillons de fossiles pour essayer de déterminer leur couleur originelle. Celui-ci est blanc. À l'aide d'un microscope électronique, Julia est à l'affût du moindre indice, de la plus petite trace de pigment. Et ça paraît mal engagé pour la bille de lumière. Il y a différents pigments présents dans la nature, et certains sont de couleurs très vives. Mais aucun de ces derniers n'a été retrouvé dans les fossiles examinés. En revanche, la chercheuse a découvert des traces de production de mélanine, le pigment responsable des taches de rousseur et du bronzage. Elle pense aussitôt à de lointains cousins du tyrannosaure qui pourraient fournir la palette de couleurs recherchée. Les rapaces. Ce que je peux affirmer, à l'heure qu'il est, c'est que les oiseaux carnivores, qui ont un comportement similaire à celui du T-Rex, toute proportion gardée, n'arborent pas de couleurs vives. D'après les travaux de la chercheuse, le mode de vie du prédateur l'aurait poussé à préférer les mêmes tons que les oiseaux de proie. Je pense plutôt à une palette de brun, de noir, avec des notes plus claires, des gris même. Ces couleurs se seraient réparties harmonieusement sur son corps en soulignant ses contours, à des fins de camouflage.
avec peut-être quelques touches de couleurs plus vives à certains endroits. La couleur est souvent plus intense au niveau du regard. Curieusement, les tyrannosaures avaient une arche osseuse proéminente au-dessus des yeux. En observant le crâne, nous distinguons des parties rugueuses, sans doute associées à des zones de chair protubérantes et probablement colorées à des fins de parade nuptiale. Le tyrannosaure utilisait ces marqueurs sociaux pour interagir avec les autres membres de son espèce. En suivant les instructions de Julia Clark et Larry Whitmer, redonnons des couleurs à Tristan. Des teintes sombres et des rayures habilement réparties, et une touche de mélanine orange autour des yeux. Pas mal. Et pour s'inspirer des rapaces jusqu'au bout, un magnifique plumage. Tristan ne serait pas le premier dinosaure à plumes. Les plumes sont d'ailleurs une évolution des écailles des reptiles. Avant les premiers tyrannosaures, il existait des dinosaures à plumes, de vrais dinosaures avec des plumes. Au vu des nombreuses similitudes entre leur squelette et leur anatomie, les T-Rex avaient peut-être aussi des plumes. L'Archéoptérix est l'un des tout premiers dinosaures oiseaux. Chris Packham et Julia Clark examinent l'une de ses plumes. Il faut que tu vois ça. Elle a 149 millions d'années. Elle semble datée d'hier. Tout à fait. Tu reconnais le rachis central, avec les petites branches. Les barbes et ces barbules qui tiennent le tout en place, Oui. grâce à leurs petits crochets. Exactement comme les plumes d'aujourd'hui, et pourtant celle-ci a 149 millions d'années. De quelle couleur était cette plume à ton avis? Une autre équipe de chercheurs a étudié les mélanosomes fossilisés qu'elle contenait. Et ils penchent pour une teinte foncée, un noir pur, ou peut-être différentes nuances de noir. Quelque chose de sombre en tout cas. Cette plume résulte d'une évolution, des millions d'années avant les premiers T-Rex. Absolument. Tu penses qu'il pouvait avoir des plumes comme celle-ci? Pour écourter le suspense, non. Le tyrannosaure ne descend pas des dinosaures volants. Néanmoins, des fouilles récentes en Chine ont mis au jour certains de ses cousins. Et il semblerait qu'ils aient eu une forme très réduite de plumage. L'étude des autres lézards tyrans montre que le T-Rex avait des plumes modifiées. Pas des plumes d'oiseaux, des plumes génétiquement modifiées. Comme ces filaments sur la tête de ce grand oiseau. Examinons de plus près ce casoar à casque. Ces soies naturelles ont une structure beaucoup plus simple. Nous retrouvons l'axe central de la plume sans les branches de part et d'autre. Ces sortes de longs poils drus et épais recouvrent ces moignons d'ailes. Mais il en a également sur la tête. Regarde, ici sous le bec et aussi là, au-dessus de l'œil. Ce sont des filaments isolés. Et c'est ça qu'on a retrouvé sur les cousins du T-Rex en Chine. Tant pis pour le splendide plumage de Tristan. Nous pouvons faire une croix sur les plumes complexes. Ce colosse à sang chaud n'avait guère besoin d'un isolant thermique. Il avait plus probablement des poils épars sur la tête et le haut du dos. Voilà. N'est-il pas magnifique? Pour compléter son portrait, intéressons-nous maintenant à sa vie sociale. Il faut chercher la clé de son mode de vie du côté des Badlands de l'Alberta.
La découverte récente d'un gigantesque gisement d'ossements a bouleversé les idées préconçues. Phil Currie a exhumé les fossiles de 26 albertosaures, de la famille des tyrannosaures, qui gisaient en groupe. Ce dépôt d'ossements indique clairement que ces tyrannosaures ont péri en même temps et qu'ils vivaient en groupe jusqu'au moment de leur mort. Jusqu'à cette découverte, les tyrannosaures étaient perçus comme des loups solitaires, alors que de toute évidence, ils vivaient organisés en groupes familiaux. Le plus petit animal avait environ 2 ans et le plus gros aux alentours de 24 ans. Quand de jeunes animaux vivent avec un grand nombre d'adultes, ça fait immédiatement penser à une structure familiale. Nous n'en savons pas beaucoup plus sur ces tyrannosaures, mais nous sommes presque sûrs qu'ils vivaient ensemble. Et étant donné qu'ils se déplaçaient en groupe, ils devaient certainement chasser en meute. C'est le cas aujourd'hui de nombreux prédateurs. Les lions vivent et chassent en groupe. Ce mode de vie permet à la troupe de défendre son territoire, d'élever ensemble les petits et de s'accoupler régulièrement. Pour prendre la tête de la troupe, les mâles se battent fréquemment. Ils se mordent et se griffent le museau. De nombreux crânes de tyrannosaures adultes portent des cicatrices similaires. Ces animaux se mordaient, et nous savons qu'il s'agissait d'un jeu entre T-Rex, car aucun autre animal n'aurait osé s'attaquer à eux. Ce comportement pouvait faire partie d'une parade nuptiale, mais rien n'est moins sûr. En revanche, ces cicatrices prouvent que ces animaux avaient des contacts fréquents et réguliers, car elles sont très nombreuses. C'est quasiment systématique. Ça ne concerne pas un animal sur 30, non. Tous les animaux que nous exhumons portent des traces de dents sur la mâchoire. Tout porte à croire que c'était un comportement fréquent chez le tyrannosaure, comme ça l'est chez les animaux actuels. Et ce n'est pas tout. La forme de son cerveau confirme l'idée que le tyrannosaure vivait en groupe. L'examen de son cerveau ne nous renseigne pas directement sur sa sociabilité. Il n'y a pas de lobe social. Toutefois, ces hémisphères cérébraux, c'est-à-dire les parties du cerveau qui sont responsables des fonctions cognitives comme résoudre un problème ou avoir une pensée créative, ces parties-là sont suffisamment développées pour avoir rendu cette vie en société possible. Les preuves s'accumulent. Il n'y a plus de doute possible. Tous ces dinosaures, qu'ils soient herbivores ou carnivores, avaient des relations beaucoup plus complexes que nous ne l'avions d'abord imaginé. Le principal avantage de la vie en meute, c'est la chasse. Phil Currie est convaincu que l'étude des lions peut nous éclairer sur les mœurs du tyrannosaure. Très souvent, ce sont les jeunes mâles et les lionnes qui assurent le gros du travail, qui coursent les herbivores. Ils les rabattent vers les crocs des plus puissants. Plus rapide, les jeunes tyrannosaures étaient un atout majeur pour la chasse. Leur ossature était sensiblement différente de celle des adultes. Les jeunes avaient de très longues pattes. Ils étaient beaucoup plus légers. Ils devaient être rapides et agiles. Ils avaient une mâchoire plus fine et de petites dents pour leur taille. Les jeunes tyrannosaures étaient si différents de leurs parents que jusqu'à la fin du siècle dernier, les paléontologues pensaient qu'il s'agissait d'une autre espèce.
Dans son laboratoire en Floride, Greg Erickson s'intéresse à cette mystérieuse transformation. En découpant les os des tyrannosaures, il met en évidence leurs anneaux de croissance. Donner un âge à un dinosaure, c'est comme dater un arbre. Leurs os présentent des cernes annuelles. Regardez. Il suffit de les compter pour estimer l'âge de l'animal à sa mort. Ces cernes révèlent qu'à l'âge de 12 ans, le tyrannosaure connaissait une poussée de croissance d'une violence inouïe. L'écart croissant entre les anneaux indique qu'il triplait de taille et multipliait son poids par 6 en l'espace de quelques années. À l'adolescence, il prenait plus de 2 kilos par jour. C'est hallucinant. Les tyrannosaures connaissaient une poussée de croissance extraordinaire à l'adolescence. Ces animaux changeaient radicalement d'apparence en très peu de temps. Au terme de cette croissance accélérée, le tyrannosaure obtient enfin sa botte maîtresse. Une mâchoire d'une puissance redoutable, capable de briser des os en deux. Mais les pattes avant du tyrannosaure sont les grandes oubliées de cette poussée extraordinaire. Inutiles et minuscules, elles sont recroquevillées comme des moignons. À présent que nous savons que le tyrannosaure vivait en groupe comme le lion, ajoutons la touche finale à l'apparence de notre tyrannosaure. Les combats avec ses pairs l'auraient couvert de cicatrices. Et devant la nécessité de séduire son Iseult, Tristan aurait sans doute étoffé sa maigre toison. Ces poils devaient avoir une fonction quelconque. Regardez les animaux actuels. Les lions portent des crinières. Et nous savons que plus elle est grande, plus elle est sombre, et plus le mâle attire les femelles. Alors un T-Rex à crinière me paraît tout à fait envisageable. Une crinière en guise de couronne pour le roi des dinosaures. « 65 millions d'années après sa disparition, Tristan a retrouvé son allure d'antan. Le moment est venu de le relâcher dans la nature. Plus le temps passe, et plus nous apprenons de choses sur le tyrannosaure. L'engouement planétaire pour cet animal est amplement mérité. L'image du colosse à la queue traînante a fait place à celle du superprédateur, l'un des animaux les plus fantastiques de tous les temps. Quelle transformation! La science a permis de donner du corps au T-Rex. Ses secrets nous sont enfin révélés. C'est une créature tout droit sortie d'un cauchemar. Et pourtant, elle fait partie du même monde physique et biologique que le nôtre. Elle nous aide à mieux appréhender la diversité de la vie sur Terre. Il suffit de fouiller un peu pour se rendre compte que c'était un dinosaure très complexe. Un animal formidable par bien des aspects. La soirée se poursuit sur France 5 avec un documentaire consacré au phénomène des extinctions massives. Ces événements majeurs sont capables sur un temps très court de rayer de la carte plus de 75% des espèces vivantes. La Terre en a connu 5 au fil de son histoire et la plus célèbre d'entre elles a été à l'origine de la disparition des dinosaures. Selon les scientifiques, nous serions même en train de vivre une grande extinction en raison de l'impact de l'homme sur la biodiversité. Extinction massive